C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dialogue. Aujourd'hui, j'ai un bon épisode pour vous. Je sais que je dis ça à chaque épisode, là, mais là, je vous présente mon ami Josh Pineda. Puis Josh, là, c'est rien de moins qu'un jeune David Brou. Donc, si vous m'aimez, vous allez l'adorer. Si vous ne m'aimez pas, raccrochez tout de suite parce que ça va être 2 fois le plaisir qu'il y a habituellement. Josh, bienvenue. Merci David, merci beaucoup. Je suis super content de t'avoir sur Dialogue. Et puis, en fait, ce que je veux faire aujourd'hui, là, je veux te mettre sur la map, sur la scène montréalaise de l'IA. Les gens doivent apprendre à te connaître. Puis tu sais, quand je dis que j'ai rencontré un jeune David Brou, là, j'exagère pas. Là. Notre nombre de points en commun. Puis je pense que tu sais, le peu que je sais de toi, puis j'en sais, c'est pas vrai, j'en sais quand même un peu, pas mal, ben, pas mal, on verra bien. Mais je vois plein de parallèles, puis je m'attends à en découvrir d'autres aujourd'hui. Donc, tu peux peut-être expliquer rapidement t'es qui, tu fais quoi, puis ensuite je vais m'aligner avec les questions, puis je vais raconter aux gens aussi comment on s'est rencontrés. Vas-y, Josh. Super, merci David. Premièrement, David, merci de me recevoir ici aujourd'hui. Je me présente Josh Pineda. Qu'est-ce que je fais? Je suis CEO, j'ai une entreprise de développement logiciel. On se spécialise à faire du développement sur mesure et à travailler avec de l'IA et de l'automatisation. Donc, le nom de l'entreprise, c'est One9 Innovations. Et c'est ça. Donc, je suis quelqu'un qui a tout le temps aimé la technologie depuis que je suis très petit, très jeune. Donc, je pense que j'ai commencé à l'âge de 12 ans, plus ou moins, à explorer les ordinateurs, la technologie, YouTube, à faire des sites web dès l'âge de 14 ans. Ensuite, j'ai évolué dans la sphère de la technologie. Et mon background est en tech, donc j'ai fait computer science et ensuite génie logiciel à Concordia. Parti quelques startups, quelques projets, travaillé pour de plus grandes entreprises aussi. Et récemment, je me suis lancé en affaires chez One9. Bon, là, on va parler de ton passé tantôt, mais là, avant, il faut que j'arrête quelque chose pour les gens qui ont écouté la description puis qui ont dit OK, développeur d'agent puis d'AI. Non, mais attends, là. C'est qu'il y a un défaut que moi, je vois dans un paquet de firmes de développement IA, c'est qu'ils développent de l'ancienne manière. Ouais. Puis moi, ce que j'ai adoré de ta manière de travailler, c'est que tu es à jour sur les outils, là, mais sur la coche. Là. Ouais. Ça a un gros impact. Ça a un gros impact. Ouais. Parce que tu es capable de livrer des projets à qualité égale à une fraction du coût. Là. Oh ouais. Ah, c'est vrai. Puis, donc, non, mais c'est vrai parce que les firmes traditionnelles, là, 40, 50, 80 employés et plus, ils ont toutes les méthodes puis les outils. Puis moi, je l'ai vu, je veux dire, il y a des firmes, plus qu'une, qui m'ont approché. Veux-tu venir montrer à notre équipe comment utiliser les dernières tendances? Mais, tu sais, je ne veux pas prendre le proverbe anglophone auquel je pense, mais c'est dur d'enseigner des nouveaux trucs à des gens, tu sais, de gérer le changement. Alors que ce que j'aime de One9, c'est que from day one, vous avez embrassé l'IA pour les coûts de développement. Là. Tout à fait. Puis, quand je dis une fraction, c'est que pense à tous les grands joueurs, puis vous allez être moitié prix. Là. Ouais. Non, c'est sûr que l'IA vient accélérer énormément le développement, réduire le coût de développement. Et c'est aussi la mentalité qu'on avait. Puis c'est une approche que j'adopte depuis très longtemps, même avant l'IA. C'est de savoir de quelle façon on peut faire le même travail beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Donc, s'il y a quelque chose qui fonctionne, et on peut l'automatiser. On revient à l'automatisation. Mon core value, c'est automatiser le plus possible. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut rendre beaucoup plus rapide, on va l'implémenter. Si on a besoin de le faire 2, 3 fois, c'est sûr qu'on va l'automatiser. Puis là, avec l'IA, c'est qu'est-ce que ça vient faire? On vient automatiser énormément de choses qu'avant nous prenait 2 heures, 3 heures de faire. Maintenant, ça nous prend 30 secondes. Puis c'est vraiment la mentalité qu'on adopte chez One9. Écoute, on va jouer à un jeu, je ne sais pas si ça va être un jeu de rôle ou pas, on verra au fur et à mesure de l'émission, mais à toutes les fois qu'on se trouve un point en commun, on se donne un point, OK? Donc, tu sais,
Non, non, parce que pour moi, ça faisait longtemps. Écoute, t'as vu l'émission que j'étais avec un avocat qui était super cool. On avait vraiment une belle discussion. Puis pendant Oui, un des clips que j'avais mis, c'est si t'es un jeune, puis que tu veux être oui, coaché, puis que t'as envie d'être en business et tout, tu sais, reach out, puis je m'en vais vous aider. Ben, tu sais, il y en a deux qui ont reach out, dont toi, là. OK. Puis, tu sais, toi, t'as été celui, genre, comme le plus. Le poussé pour circonstanciel, je pense que l'autre, il y avait des choses à faire avant. Mais tout était là comme go, 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 go. Puis c'est comme. Ben, deux points. Fait que, premier point en commun, on adore automatiser. Ouais. Tu sais, moi, je fais la blague qui n'est pas une blague, mais mon lave-vaisselle m'envoie des textos. Donc, tu sais, c'est comme tout ce que je peux automatiser, je l'automatise pour on a ça en commun. Puis cette espèce d'obsession-là, de dire est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire plus vite, est-ce qu'on peut faire moins cher, est-ce qu'on peut faire plus solide Oui. dans tout. Puis ça, c'est un autre de nos gros points en commun. Ouais. Puis Donc, vas-y. si je peux rajouter à ça, où j'étais avant ou dans tous les différents projets où j'ai travaillé, c'est vraiment la mentalité. Puis à un certain moment de ma vie, j'ai dû gérer plus de 20 ingénieurs en même temps, qui était impossible pour les managers ou les dirigeants d'entreprise parce que la plupart des équipes étaient des équipes de 8 développeurs, tandis que j'en gérais une vingtaine. Comment j'ai réussi à À le quel faire? âge? À l'âge de 21 ans, j'ai commencé à gérer une équipe de plus de 20 ingénieurs, de 21 jusqu'à mes 26 environ, ouais. Mais la seule raison pour laquelle j'ai été en mesure de le faire, puis en même temps, je faisais pas juste gérer l'équipe, mais je travaillais sur d'autres initiatives de CI/CD, des déploiements automatisés, un back-end, un outil pour les développeurs à l'interne pour avoir plus de visibilité, un paquet de projets. Mais la seule façon que j'ai réussi à le faire, c'est en automatisant mes tâches à l'interne, mes soumissions de timesheets, les déploiements. Donc, en automatisant tout ce que je devais faire, je pourrais faire d'autres choses que j'aimais faire. Donc, ouais, c'est vraiment la mentalité que j'ai chez One9 aujourd'hui aussi. Ah, ouais. Puis tu sais, là, tu sais, je veux vraiment le mettre de l'avant parce que je veux que les auditeurs comprennent à quel point je pense you're a big deal. Là. Moi, j'aime ça dire, c'est comme there's a new kid on the block ou t'es le Billy le Kid de l'AI, d'après moi. Puis j'ai comme le plaisir de me dire, oh my God, je viens de découvrir Sidney Crosby dans la Ligue junior. Là. Puis je sais qu'il va faire les NHL. Puis je suis juste content d'être le scout qui t'a trouvé. Mais en fait, on s'est trouvé à quelque part. Tu sais, Ouais, il y avait le post, il y avait ça, t'as engagé et tout. ouais, Mais parlons. Fait que là, dans le fond, je veux parler de tes early days. ouais, Là. Puis aussi, il faut s'assurer tu sais, qu'on donne du contenu technique aussi pour faire plaisir aux gens qui sont là pour du contenu technique. Là, parce que je ne peux pas juste te lancer des fleurs pendant une heure, mais j'ai au moins l'intention de le faire pour les 10 prochaines minutes. Là. Donc, si vous ne voulez pas entendre du bien de Josh, ben fast-forwarded 10 minutes. Mais puis, on va jouer. Puis, parce que tu as des parallèles avec moi que tu ne connais pas. Donc, tu as parti ta première business à quel âge? à 18 ans. 2 jours après mes 18 ans. 2 jours après. Deux jours après. Écoute, mais là-dessus, je te bats. Moi, c'était le lendemain de mes 18 ans. Mais Ah. c'est quand même très drôle que les deux, la semaine de nos 18 ans, on est partis à notre compte. Puis c'est quoi tu faisais? Je faisais des sites web, création d'applications mobiles, dashboards. C'était ça le concept. Un peu plus de ça, c'était Creative Students, dans le fond. J'allais chercher des mandats, je faisais du porte-à-porte et je travaillais avec des étudiants du cégep, université. Je leur donnais des mandats, puis tout le monde gagnait. Les clients gagnaient, avaient un site web Bon, pas cher, puis en même temps, les étudiants gagnaient de l'expérience au fur et à mesure qu'ils avançaient. bon, ben, écoute, je sais pas si tu sais ça de moi, mais en 99, je faisais du porte-à-porte. J'allais dans le parc industriel de Granby. En fait, j'avais convaincu le journal local de me payer pour me donner une chronique dans le journal qui était l'ABC du web. Parce qu'en 99, le web commençait. Puis là, après ça, j'allais dans le parc industriel, je cognais aux portes. Puis je disais, salut, je suis le petit gars dans le journal, puis je vais faire votre site web. Et mes employés, c'était des étudiants. Puis même, j'avais engagé un prof pour les trucs plus complexes en ASP avant le .NET. Puis dès qu'on on embarquait dans le .NET super, super early. Ouais, Puis les ordinateurs coûtaient une fortune à l'époque. Donc, j'avais comme un entente. Je n'avais pas payé. C'est juste que le concierge me trouvait cool, puis il me trouvait correct. Puis il me débarrait les labos la fin de semaine au cégep.
Puis j'avais mes employés qui venaient travailler sur les ordi du cégep la fin de semaine pour les sites web que je vendais aux usines de Granby. Wow. Fait que tu vois, c'est un autre point commun qu'on a qui est très drôle. Donc, fait que tu as fait Creative Student, Oui, puis après Creative Student, ça, tu as fait ça de 18 à. je fais ça de 18 à 20, environ 20 ans, ouais. 20, 21. OK, 21. Puis, Puis après ça, à 21. ben, en parallèle, à 19, fin 2019, j'ai lancé une autre startup. Donc, je faisais les deux en parallèle. Une autre startup qui s'appelle, je peux le dire, Ludex. Dans le fond, c'est une plateforme où les personnes pouvaient miser de l'argent sur miser des points sur des jeux vidéo. Donc, on va dire, toi et moi, on jouait à NHL. Tu mettais 10 jetons, j'en mettais 10, on jouait. Puis à la fin, le gagnant remportait tous les jetons, puis tu pouvais échanger tes jetons pour des cartes cadeaux ou des trucs, du matériel de même. Donc, OK. ça, c'est quelque chose qu'on a parti pendant que j'étais encore dans Creative Students. OK. Fait que là, vu que c'était miser des jetons puis pas miser de l'argent, tu avais le droit de le faire. Mais si tu misais de l'argent, tu n'avais pas le droit, c'est ça? Exactement. Au début, on voulait de l'argent. OK. C'est pas faisable ici au Québec. Donc, on a trouvé une solution. C'est comme Avec des utiliser un jetons. peu du blockchain avant que le blockchain soit rendu populaire. On avait déjà adopté un peu Ouais. cette idée-là, puis c'est de la façon qu'on l'avait fait fonctionner. Mais comment ça, tu n'as pas fait de fortune dans le Bitcoin? Parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler du Bitcoin, il était à 88 sous. Oui, Puis je m'étais dit, ça ne marchera jamais, cette affaire-là. ben, J'ai pas mis d'argent. J'ai envie de pleurer, mais bon, je ne l'ai pas fait. mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, j'étais co-founder, CTO, donc j'étais le gars technique de la compagnie. Et moi, je disais à mon cofondateur, il faut qu'on aille dans du blockchain. Le blockchain, c'est encore tout nouveau. Il y avait personne qui connaissait le Ethereum ou Bitcoin. Et moi, je disais, il faut qu'on change notre stratégie ou notre architecture pour que ça soit du blockchain. Adopter des monnaies crypto-monnaies, puis jouer avec des crypto-monnaies. Mais là, les investisseurs qu'on avait dans la plateforme et le co-founder n'étaient pas trop à l'idée de faire le switch au moment. Puis c'était une décision plus stratégique, mais je savais qu'il fallait faire le switch. On l'a pas fait. Donc, je suis parti de l'entreprise. Un an après, ils ont fait le switch. Ils ont commencé à utiliser le blockchain du Solana pour être plus précis. Mais OK. ouais. OK, c'est bon. Mais quand Solana est sorti, le Bitcoin n'était plus à 88 sous. Ah non, c'est ça, là, c'était beaucoup Donc, plus. non, c'est pas là, c'est bon. Fait que là, tu vois, on est dans le bout du podcast de salut, on est les deux cons qui n'ont pas acheté du Bitcoin Ouais, quand c'est il ça, était pas donc j'ai cher. pas Mais acheté bon, ça. puis là, il y a tous ceux qui en ont acheté qui rient de nous, puis qui disent, oh mon Dieu, ces gars-là, ça ne veut rien. Mais au moins, on est pas bien. Donc, après que tu as fait ça, parce que tu as fait tes études à Concordia, Oui. en computer science, t'es as-tu terminé ou t'es un drop-out? J'ai pas terminé Concordia. OK. Quand j'étais dans les deux compagnies, donc Creative Students et Ludex, euh, les compagnies commençaient à grandir, les projets commençaient à grandir, donc j'avais plus le temps, si je peux le dire de cette façon, où j'avais d'autres priorités Ouais. qui étaient de bâtir une startup, bâtir une entreprise, et ça allait assez bien aussi, ça commençait à grandir, on participait à des événements, donc j'ai pris la décision de mettre ça en pause. Puis non, j'ai pas terminé. Il me restait un an et demi environ d'université. Ouais. Mais je pense que dans ta génération, c'est quasiment un compliment d'avoir fait ça, là. Pour de Mais vrai? moi, par exemple, j'ai eu. Ah, vas-y, pour de vrai? Non, pour de vrai, oui. Ensuite, on parlera de l'autre entreprise où j'ai travaillé après, mais c'est moi qui embauchais le monde avec qui j'avais étudié à Concordia. Puis j'avais déjà plusieurs années d'expérience comparé à eux. Donc, ouais. Ben, tu vois, là-dessus, on a une différence. Moi, j'ai. Puis, tu sais, comme j'étais déjà à mon compte, j'avais des clients, je faisais déjà de l'argent, puis j'étais au HEC. Ouais. Puis, mais j'ai décidé de le finir parce que je savais que si j'arrêtais, je recommencerais jamais. Mais je dois dire que ma dernière session, à part le cours des marchés, là, où que c'est mettre de l'argent en bourse, tout le reste, disons que c'était moins une priorité, un peu, disons. Là. Remarque que j'avais failli m'inscrire à la maîtrise, mais en tout cas, ça, c'est d'autres choses. Fait que là, après ça, tu as fait ça, puis là, tu as commencé à travailler, tu as quitté ce startup-là, tu as été dans une entreprise. Raconte-moi ça. Ouais, donc après ça, j'ai jamais été un gars de jeux vidéo, un gamer.
On allait aux événements de jeux vidéo et pour vrai, c'était un autre monde comparé à celui que je vivais. Moi, j'ai tout le temps été quelqu'un de plus entrepreneur ou quelqu'un qui aime la tech, mais pas tant les jeux vidéo. Donc, après 2 ans environ, j'ai décidé de partir de l'UDEX et, euh, et on est venu me chercher. Donc, il y avait un chasseur de tête et il est venu me chercher. Il me dit, Hey, il y a un nouveau projet qui commence dans cette compagnie montréalaise. Il cherche des développeurs pour bâtir la solution. Il n'y a encore rien qui est fait. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était une start-up de 80 employés plus ou moins, un nouveau projet. Il n'y avait pas de code. On allait commencer à écrire du code pour le projet. J'avais d'autres projets aussi qui m'avaient été présentés, dont la compagnie de covoiturage à Montréal, chez Garage aussi. Mais il y avait celle-là, chez WorkJam, et elle me semblait beaucoup plus intéressante. Donc, je l'ai pris. Donc, j'ai commencé comme un développeur chez WorkJam quand je venais d'avoir 21 ans. Ouais. Puis là, ensuite, tu as monté, tu as géré des équipes, puis tu avais du monde plus vieux que toi, puis des chums avec qui tu étais à l'école. Ouais, c'est ça. Donc, 21 ans, je commence. J'ai été 3 mois développeur, plus ou moins. Après 3 mois, ils ont vu que j'avais du leadership. Il y a eu dans une startup, il y a tout le temps des reorgs. Donc, quelques mois après que j'ai commencé, il y a eu une restructuration de l'entreprise. Et c'est là où ils ont vu que j'avais du leadership. Et mon team lead, dans le temps, il me dit, je pense que tu es la personne idéale pour prendre l'équipe. On m'a demandé si je la voulais. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas. Donc, j'avais commencé avec 3 développeurs au début. Ensuite, l'équipe a grandi à 7 développeurs environ. Puis ensuite, au fur des années, on a grandi à 15. Puis par la suite, quand je partais, on était 22. J'avais 22 développeurs sous ma charge. Ah, c'est nice, c'est Ouais. nice. Puis là, quand tu es parti, puis ça là-dessus, je pense que c'est un autre de nos points communs, c'est quand notre instinct nous parle fort de faire un move, même si ça a l'air illogique, c'est comme jamais écouter la peur. Jamais écouter la peur, puis choisir le courage. Ouais. Donc, raconte aux gens la journée que tu as donné ta démission pour partir à ton compte, qu'est-ce que ta femme t'a appris? Ouais, Appris, en mais tout cas. même avant ça, quand j'ai commencé dans l'entreprise, on était 80 employés environ. Quand je suis parti, ils étaient 400. Donc, ça avait grossi. Donner un peu plus de contexte aussi, j'étais bien, je travaillais sur des projets intéressants, je travaillais sur le produit, puis j'ai pas peur de dire, le produit qui amenait les ventes à la compagnie, c'était Task Management. Et dans ce produit-là, on avait des clients comme Apple, Shell, Starbucks. On avait des gros clients qu'on devait gérer. Moi, je gérais la partie technique. Euh, Puis j'ai pu voyager avec les cofondateurs de l'entreprise pour aller rencontrer des clients, donc j'ai appris énormément. Mais quelque chose que j'avais dit à mon manager ou au directeur de technologie quand j'ai commencé dans l'entreprise, j'ai dit, je viens ici pour apprendre parce que éventuellement, je vais relancer une business, une entreprise, puis je veux connaître les bonnes pratiques, les meilleures pratiques, comment vendre, comment positionner la technologie, comment bâtir des technologies qui scale à niveau entreprise. Donc, j'ai appris tout ça. Donc, on a bâti un produit qui avait aucun client à 100 000 utilisateurs, à 500 000 utilisateurs, puis quand je suis parti, 1,4 million d'utilisateurs. On a eu des problèmes de performance, on a dû faire des migrations. Donc, j'ai appris beaucoup. Donc, après 5 ans, je me suis dit, je pense que j'ai pas mal appris, puis je pense qu'il est temps de partir. Puis là, pour répondre à ta question, David, le jour que j'ai su qu'il fallait que je parte de chez WorkJam, ça allait faire 5 ans que j'étais là. Et je suis dans mon bureau, en train de penser, et j'ai la conviction, je sais qu'il est le jour de donner ma démission. J'y réfléchissais déjà pendant des mois, puis des mois, puis des mois, mais ce jour-là, j'ai eu comme, en anglais on dit epiphany moment, j'ai eu le moment de clic, j'ai dit, ça y est, aujourd'hui je quitte. Ma conjointe était déjà enceinte. On attendait notre deuxième enfant. On avait déjà une petite fille de 2 ans dans le temps. Et ce jour-là, elle était partie à son rendez-vous chez le médecin, normal. Juste question de faire un suivi. Et je me dis, quand elle arrive à la maison, je vais lui dire que je vais aller donner ma démission aujourd'hui. Elle arrive à la maison, elle me dit, Hey, assieds-toi, faut qu'on parle. Je dis, tout est beau, le bébé est correct, tout va bien. Elle me dit, oui, oui, t'inquiète pas, tout est beau. Je me dis, OK, qu'est-ce qui arrive? Elle me dit,
on va pas avoir un bébé, mais on va avoir deux bébés, des jumelles. Donc, on passait de un enfant de 2 ans à une famille de 3 enfants, donc 5 à la maison. Et moi, j'ai arrêté pendant 2 minutes. J'étais comme, OK. Puis là, ta lettre n'était pas partie, là. Non, non, non. J'a- Non, j'a- non, non. Mais tu avais pris la décision. J'avais pris la décision, T'avais j'avais pris imprimé la ça. lettre, les 2 lettres pour mon manager, pour le VP. J'avais déjà signé la lettre, je les avais mis dans l'enveloppe, j'étais prêt à partir. J'attendais juste qu'elle arrive, lui dire, puis partir donner ma démission. Ce même jour-là. Donc là, elle me dit ça, puis j'attends 2 minutes, puis là, je pense, est-ce que c'est la bonne décision de démissionner aujourd'hui? Mais j'avais la conviction, j'étais certain que c'était le jour de le faire. Donc, je lui dis, ben, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, oui, vas-y. Je dis, je vais démissionner aujourd'hui de chez WordJam. Elle savait que j'avais déjà des projets en cours, des clients en cours, qu'on avait certains mandats. Puis elle me dit, ben, si tu es sûr de toi, vas-y. Aucune peur. Et ça m'a rassuré par la suite. Ça m'a donné une deuxième confirmation de que je savais qu'il était temps de partir de là où j'étais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ce jour même-là, je prends la voiture, je vais à Montréal, je rentre dans le bureau et je book un appel avec mon VP et mon manager et je leur donne la démission. Je donne la démission, on m'offre un autre poste. Non, j'ai pris ma décision, merci beaucoup. Puis là, je leur dis, hey, vous savez quoi en plus? Aujourd'hui, je viens d'apprendre que je vais avoir des jumeaux, des jumelles. On ne savait pas encore le sexe. Puis dans leur tête, c'est comme, quoi? Mais c'est là où tu disais au début, où il y a une certaine peur, oui, parce que comment on va faire? On venait d'acheter une maison, la famille s'agrandit, comment on va faire? Mais j'étais certain, j'étais sûr. Il y avait une certaine peur humaine, oui, mais j'étais certain qu'il allait avoir du succès. Donc, c'est là où... C'est que, tu sais, le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est exactement. d'agir malgré la peur. Exactement, ouais. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit. Moi, je fais toujours la blague qu'il n'y en ait pas une, mais l'entrepreneuriat, c'est une maladie mentale. C'est quelque chose que tente les deux oreilles, qu'il faut que tu bâtisses. Puis là, quand même que tu reçois des signaux qui disent non, puis des trucs de même, tu sais, tu y vas pareil, puis tu fonces, puis that's it, là. Exact. Donc, tu sais, fait que là, vous avez. Puis ça s'est passé quand, là, cet événement-là? Ça, j'ai donné ma démission en janvier, début d'année, janvier 2025. 2025. Fait que là, dans le fond, fait que tu as démarré à ton compte, ton chum Sergio a embarqué avec toi dans le business. Ben, c'est, Puis, ouais, c'est drôle, Sergio, parce que j'ai commencé tout seul. J'ai incorporé en avril 2024. En février, j'étais déjà parti de chez WorkJam. Et un samedi, bon, je suis allé manger chez Sergio avec ma famille, puis on parlait avec Sergio, puis Sergio me disait, je sais pas, tu sais, je commence à m'intéresser un peu plus à l'entrepreneuriat. Et là, j'ai dit, hey, moi, je me cherche un cofondateur, parce que par expérience, être deux dans une business, ça tout le temps mieux. Puis Sergio, je le connais, ça fait plus de 10 ans. On avait déjà travaillé sur certains projets ensemble, donc il y avait une confiance avec lui. Et on a juste discuté, mais rien s'est vraiment concrétisé ce jour-là. Ça, c'était samedi. Mercredi, il m'appelle, il me dit, hey Josh, tu sais quoi? Ils viennent de, de laisser partir quelques personnes de là où je travaillais, puis on m'a mis à la porte. Donc, je prends l'invitation, j'accepte, puis ça a juste super bien tombé parce que pour lui aussi, c'est comme une double confirmation. Je venais de l'inviter, il allait y penser, puis il a juste eu le comment je peux dire ça? Il a été comme petit coup de pied, le petit obligé, coup de pied. exactement, Ouais, obligé à prendre la ouais, décision, ouais. puis c'est Ouais. là où on a commencé avec Serge. Ouais. Ah, c'est nice. Puis là, ensuite, bon, début d'entrepreneuriat un petit peu compliqué, tout le kit, vous avez des défis. Puis là, tu vois mon post que j'invite les jeunes de dire, si vous voulez. Je pense que c'est ça, hein, c'est le post que j'avais fait que j'invitais les jeunes ou c'était un autre post Non, comment ça s'était passé? non, Corrige-moi. c'est un peu avant. C'est un peu avant. J'avais fait un post, moi, LinkedIn, sur
l'entrepreneuriat au Québec, au Canada versus les États-Unis. Et c'est là où toi, tu avais commenté dans mon post. C'était un des posts où j'avais eu un outreach incroyable. J'avais eu des centaines de commentaires dans mon post. Puis c'est là où toi, tu m'as écrit. Puis je pense que ce jour-là, tu partais à Washington. On s'était dit, il faut qu'on se parle pour que tu sois dans mon podcast. Donc, c'est là où j'ai su qu'il y avait OK. un David Prou. Puis c'est là où, tu sais, j'ai commencé à t'envoyer des messages sur LinkedIn, voir tes podcasts et tout. Donc, ouais, c'est là où la connexion a commencé entre toi et moi. Puis là, quand on a jasé ensemble, on s'est rendu compte que ben, on avait un paquet de points en commun. Ouais. Puis moi, ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un qui, tu sais, qui me ressemble dans la façon de penser, l'ADN, l'exécution, l'obsession de l'optimisation, travaillant jour et nuit. Puis je t'ai trouvé. Fait que là, on s'est mis à jaser et tout. Puis, tu sais, moi, j'ai trop de travail. Toi, tu avais besoin de Ouais. travail. Puis là, puis il a commencé à avoir une. Je t'ai envoyé du travail, puis il a commencé à avoir une relation mentoré dans tout ça. Oui. Puis ben là, c'est comme un peu un genre de dévoilement qu'on a à faire, en tout cas un peu comme un coming out pour moi, que je suis rendu partner avec vous. Vous m'avez accueilli ou je vous ai convaincu, je ne sais pas comment que ça s'est passé, mais je continue Bullseye Ouais. parce que Bullseye va continuer de faire de la stratégie, des roadmaps IA, puis s'assurer que les gens prennent les meilleures décisions pour ne pas se faire avoir, puis faire des mandats rentables et tout. Mais la partie programmation, déjà là que j'étais efficace de la manière que je faisais mes trucs, j'ai vu comment toi tu les fais, puis j'ai fait comme, OK, non, mais if you can't beat them, join them. Mm. Puis tu sais, moi, je crois que One9 a un avenir hallucinant. Puis tu sais, d'être, je pense que mon poste officiel, c'est mentor et board member. Ouais. Mais pour moi, c'est merveilleux, là, parce que je suis capable d'imaginer des trucs. Puis là, moi, je fais mes affaires de prompt engineering, de connecter mes prompts ensemble, de regarder si ça marche. Puis après ça, quand c'est le temps de le mettre production ready, je te shoot ça, tu livres, puis that's it, là. Ouais. Ouais, exactement. Puis, puis moi, j'ai envie de te lancer un défi, puis dis-moi si tu es d'accord, là, parce que ton taux d'efficacité est tellement bon que moi, je dis n'importe quelle soumission que les gens ont de Vauban, Move ou Levio, là, ou Half Serious, emmenez-nous ça, on vous fait ça half price, là. Plus des features en bonus, là. Ouais. Non, oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, mais On a, je te prends par surprise, là, mais tu es d'accord avec moi que ce serait totalement logique qu'on offre ça, là? Ouais, ouais, exact. Moi, dans mon LinkedIn, je poste aussi le fait qu'avant, la façon de travailler, c'était de faire des maquettes ou des wireframes, ensuite des maquettes. Ensuite, tu fais ton code. Ensuite, en même temps que tu commences à développer ton front-end, tu fais ton back-end et ainsi de suite. Mais moi, j'ai carrément coupé la partie des wireframes et des maquettes Figma. Maintenant, je fais tout dans le code directement. Donc, c'est une sorte de prototype maquette cliquable que, une fois que c'est approuvé par ton client, ben, tu viens de couper des centaines de milliers de dollars à faire Ah non, ouais. des maquettes. C'est. Maintenant, c'est directement dans le code. Il peut cliquer, il peut jouer avec et c'est déjà implémenté pour, par la suite, nous concentrer dans la logique, le business logic, le back-end, l'implémentation de IA, mais au moins, toute l'infrastructure UI est déjà faite. Mais ça, c'est le bout qui m'a jeté à terre parce que moi, j'étais tout fier de moi, tu sais, de faire mes maquettes avec V0, puis de dire, qu'on sauve du temps parce que moi, je viens de l'état, tu sais, comme j'ai fait des maquettes avant Figma, là. Ouais, Tu sais, c'était long, là. ouais, Je vendais ça. Bon, tu vas me dire qu'il y a encore un paquet de joueurs qui vendent ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est quand. Fait que là, à un moment donné, je dis, non, mais gars, je vais te faire les maquettes avec V0 pour un projet qu'on a fait ensemble parce que, tu sais, avant de se dire, OK, on se marie puis on bâtit ensemble puis on avance et que moi, j'accepte d'enlever ma partie de développement d'agent, je vais encore faire des petits trucs de prototype, mais c'est-à-dire que tout ce qui est gros, je vous l'envoie. J'ai travaillé avec toi, là, puis je vais toujours me souvenir de dire ah non, mais je vais te faire des maquettes avec V0, tu vois, c'est merveilleux. Puis tu me dis ben non, David, on ne fera pas ça avec V0. On va ouais, le faire directement dans le code avec Claude, puis that's it. exactement. D'accord. Fait que ça, c'est comme un bout qui est de l'efficience
je pense que moi, une de mes forces que j'ai, là, au-delà de la capacité de vulgariser et d'expliquer, c'est vraiment la limite des modèles. Le prompt engineering, flow engineering, context engineering, je pense que c'est là que je suis vraiment, vraiment, vraiment Mhm. bon. Mais après ça, moi, quand c'est le temps de rendre de quoi production ready, j'ai aucun plaisir à faire ça. Puis toi, tu as l'espèce de mentalité de machine, d'automatisation, de dire, tu sais, pour le rendre production ready, avec la capacité, puis t'aimes gérer du monde. Puis moi, s'il y a une chose, tu sais, puis les gens qui me connaissent savent que j'aime les gens, mais j'aime plus les gens que les employés. Donc, je suis ben, j'aime les employés qui travaillent partout, puis j'aime travailler avec les gens qui sont employés. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que j'ai managé des gens longtemps, puis je préfère comme, tu sais, manager de la tech, puis rester dans la R&D à fond la caisse, puis être au courant de tout le temps. Puis c'est cette espèce de symbiose-là Ouais. hallucinante que je suis tellement, tellement reconnaissant de pouvoir travailler avec toi, Josh. Puis je pense que l'industrie ne comprend pas qu'est-ce qui vient d'arriver à Montréal. Puis, sais-tu quoi? Je pense que dans 3 ans, on va écouter ce podcast-là, puis on va en rire. Ah, je pense que oui. Oh non, pour de vrai, s'il y a quelque chose que je rêve, c'est de pouvoir augmenter la productivité à Montréal, au Québec. Puis, c'est la raison pour laquelle on s'est connus, mon poste de productivité, de personnes qui aiment Mm. pas prendre de risques. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a tout le temps pris des risques dans ma vie, puis je viens d'en parler de quelques-uns. Il y en a plein d'autres. Où je prends le courage d'aller au-delà de ce que les autres disent, ou viser ce qui est possible de faire. Puis où je veux venir avec ça, David, c'est que ouais, dans 3 ans, je pense que avec plus de personnes comme toi, des personnes innovantes, des personnes qui passent au-delà, on va réussir à amener la productivité de Montréal, de Québec, euh, au-delà de qu'est-ce que le monde pense et pense que c'est même possible de faire. Donc, moi, je le crois, puis je suis assez fou comme toi pour y arriver. Donc, ouais, je pense que oui. Ah, ça va être nice. Là, écoute, on n'arrête pas de se dire comment qu'on s'aime, puis comment que c'est beau, puis comment qu'on va faire des belles choses, mais les auditeurs, ils n'ont pas tuné in juste pour nous entendre. Je voulais qu'ils te découvrent, mais parlons de tout. Donc, on s'entend, là, faire des maquettes, là, tu sais, faire des maquettes tout court, c'est tellement 2023. Faire des maquettes avec V0, c'est tellement 2024. Donc là, on est rendu qu'on fait plus de maquettes. Euh, qu'est-ce que tu as envie de jaser techniquement qui t'intéresse pour que tous les compétiteurs qui ont su qu'on a dit leur nom puis qu'on faisait des soumissions half price par rapport à eux, qui ont envie d'écouter pour avoir des trucs, pour être capable de baisser leur prix pour venir nous rejoindre? Ah, mais, ouais, non, mais c'est le fun que tu dis ça parce que, justement, au fur et à mesure qu'on développe avec Claude ou autres, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on peut automatiser. Puis à tous les jours, je pense que je me rends compte de Ouais. nouvelles fonctionnalités que j'avais même pas encore explorées. La première où j'ai fait un clic en parlant des maquettes, c'est le jour où je faisais mes dessins de prototypage pour une plateforme qu'on développe. Je le faisais à la main sur un petit cahier blanc. Puis là, je me suis dit, est-ce que l'IA peut convertir mon dessin en Mm. maquette fonctionnelle? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris une photo, je l'ai mis sur Codex de OpenAI dans le temps, mais ça fonctionne aussi maintenant avec Claude. Puis j'ai dit, fais-moi un dashboard avec ces boutons, avec ça ici. J'ai un peu expliqué le contexte de qu'est-ce que je voulais développer, puis il me l'a fait. Puis ça m'a donné une bonne entrée de départ pour par la suite bâtir les autres fonctionnalités que je voulais faire. Donc, un petit tip, tu as une idée, tu fais un dessin à la main, tu prends une photo, tu Mm. mets dans Codex Claude, puis il va te faire un dashboard de la façon que tu lui dis de le faire. Mais tu sais, puis ça, là, il y a comme un bout. Tu sais, moi, je fais souvent la blague. Tu sais, ma compagnie, elle s'appelle Bullseye, pas Bullshit, là. Puis, tu sais, je vais continuer parce que, tu sais, ma job, c'est de donner les bons conseils puis de leur dire qu'est-ce qui marche pas. Puis, moi, j'oublie toujours le nom du gars sur X, mais à toutes les fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, il fait toujours le même post, là. Il dit, je viens donner tout mon code monolithe à, par exemple, là, on aurait pu dire Gemini, Ouais. puis, il m'a tout réglé ça, il m'a tout structuré ça, c'était tellement beau, mais ça marchait pas, tu sais. Puis, fait que tu sais, qu'est-ce que tu dis? Parce que il y a comme un bout d'amplification de l'IA que là, les gens se disent, non, mais là, attends, je vais prendre ma photo puis ça va faire tout mon dashboard.
C'est pas vrai, là. Non, On non. sauve énormément de temps de travail plate qu'on avait à faire, Oui, mais il y a quand même, tu sais, comme moi, ceux qui disent qu'il n'y aura plus de computer engineer, moi, je fais comme, ben non, t'as pas compris. C'est juste qu'ils vont être capables d'avoir 10 fois plus d'output. exact. Puis, tu sais, en tout cas, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Ouais, non. L'IA est très bon pour convertir un dessin ou un wireframe papier à du design code, mais on va dire, si on fait juste prendre une photo puis on met ça dans Codex ou dans Claude, il va juste faire la partie interface, pas le côté back-end, pas le côté sécurité, pas toute la gestion de tes routes API et ainsi de suite. Donc, si tu fais juste commencer par prendre une photo et tu le mets dans Claude, il va juste faire ça. Par la suite, il y a l'autre bout où il faut pareil implémenter le business logic, implémenter la logique back-end pour bien garder les données, que ce soit sécuritaire, que ce soit conforme, que ce soit performant. Donc, tout ça, oui, on peut le développer avec l'IA et on le développe avec l'IA, mais c'est pas avec une photo qu'on va faire toute l'intégration, toute l'implémentation, la logique du back-end. C'est là où on a besoin d'ingénieurs, c'est là où on a besoin de développeurs pour faire que Ouais, ça fonctionne. Ouais. ouais. Puis ça, c'est important de le dire puis que les gens le comprennent parce que, tu sais, tu vas utiliser, exemple, Replit pour te pondre quelque chose, Ouais. puis là, tu dis, OK, tout est fait, puis tu penses que le monde est rendu là ou que dans 6 mois, ça va tout faire tout seul, mais il y a beaucoup, beaucoup de limites. Il y a plein de choses que ça fait pas. Puis comment je peux dire ça? Et regarde, j'ai un de mes amis, Garrett Haley, c'était un ancien CTO dans une autre business que j'avais dans le temps, le gars super brillant, diplômé du MIT, super sharp. Puis, il y a un truc qu'il fait, puis tu sais, regarde, je vais faire mon rôle de mentor avec toi, Josh. Faut pas aller là, c'est pas de la bonne argent. C'est de l'argent, mais c'est pas de la bonne argent. Son positionnement, c'est « Hey, l'ami, t'as fait de quoi avec Replit ou n'importe quel autre, puis t'es cuit parce que ça marche plus, puis tu sais plus quoi faire parce que tu connais pas ça? Viens me voir, je m'en vais te mettre ça clean. » Donc, tu sais, parce que c'est ça, les outils sont pas encore là, puis Ouais. sérieusement, quand on regarde la capacité de planification de ces outils-là, tu sais, ça va bien, mais tu sais, j'écoutais Peter Thiel la semaine passée qui disait il y a 2 erreurs à faire. Tu peux être trop optimiste ou tu peux être trop pessimiste par rapport à l'IA. Fait que si tu es trop pessimiste par rapport à l'IA, tu vas te dire l'IA va jamais rien faire, ça sera jamais bon, puis tu ne l'adoptes pas. Puis si tu es trop optimiste, que tu te dis tout va être automatisé, puis l'IA va tout faire, puis il n'y aura plus de job, fait que dans le fond, je vais juste rester chez nous, puis je vais jouer aux jeux vidéo, ben dans les 2 cas, tu as passé à côté de la cible. Ouais. Puis c'est d'avoir cette approche-là balancée. Puis ça, il y a un seul moyen de l'avoir, là. C'est de le tester ou de payer des gens qui l'ont testé Ouais. pour te dire c'est prêt ou c'est pas prêt. Ouais. Puis pour Hum, en vas-y. rajouter un peu à ça, David, là, je donnais l'exemple des maquettes, mais la réalité, c'est que la façon que l'IA va le faire, c'est il va tout te faire ça dans un fichier. Donc, il va pas penser automatiquement à optimiser le code et à faire qu'est-ce qu'on appelle des shared components, donc réutiliser le code dans plusieurs endroits. Hum, Donc, si tu dis hum, juste à hum, l'IA de faire un copy-paste de ta maquette et la faire en code, le code ne va pas être optimisé. Ça va être un fichier long avec plus de 10 000 lignes qui n'est pas hum, optimal hum, pour la hum. programmation. Puis c'est là où, encore une fois, on utilise l'IA pour séparer le code. Donc, une fois que l'IA me génère quelque chose, je challenge encore une fois la réponse que j'ai, puis je dis non, sépare-moi ça en différents blocs pour que je puisse réutiliser ça dans d'autres parties de mon code. Puis c'est là où non seulement savoir un peu de programmation va aider énormément pour savoir qu'est-ce qui peut être réutilisé pour Ouais. les autres parties du code. Donc, ouais, c'est exactement ça. Puis, tu sais, un autre conseil que je peux donner aux gens, là, tu sais, par rapport aux capacités de l'IA en programmation, là, c'est très simple. Pose une question à l'IA sur un sujet que tu maîtrises très bien. Mm. Puis tu vas voir à quel point ses réponses sont Yeah, oui, mais j'aurais préféré prendre cet angle-là, cet angle-là. Donc, il y a encore énormément de place à l'expertise humaine. Puis, tu sais, c'est pas une surprise, là, c'est pareil avec la programmation. Fait que les gens qui connaissent pas la programmation, qui voient là, les lignes là et tout, puis ils se font comme Oh, wow, tout est là, mais
Mais non, c'est la même qualité que quand toi, tu poses une question sur un sujet que tu connais vraiment. Puis, mais cependant, ce que ça permet aux experts de faire, c'est de se libérer de toute la poutine, Ouais, puis d'être tout le temps dans le stock, le fun. exactement. Puis ça, c'est merveilleux. Ça, c'est Ouais. merveilleux. Un autre exemple de rester dans le fun, c'est quelque chose que les développeurs détestent le plus, c'est écrire les pull requests. Donc, une fois que tu finis ton feature, puis tu mets ça dans GitHub ou Bitbucket, tu dois mettre une belle description, mettre une belle documentation de ton code. Tout ça, Mm, tu peux l'automatiser facilement avec Claude. Encore une fois, il faut vérifier, il faut s'assurer que ce soit bien écrit et que les liens existent. mm. Mais on va dire, mes fonctionnalités avec Claude ou mes fonctions que j'ai créées moi-même, je me crée mon pull request en 30 secondes, quand avant, ça me prenait Ouais, 10-15 ouais, minutes. Donc, déjà là, on vient ouais. sauver énormément de temps dans le développement de fonctionnalités. Et ça le fait de façon plus détaillée que Ouais, probablement toi, tu le faisais dans 10-15 minutes. Fait que exactement. c'est juste ça. Puis tu vois, ce matin, je donnais une conférence en entreprise, là, ben, de chez nous à distance, puis j'expliquais à un groupe de cadres qu'est-ce qui est possible et pas possible de faire avec l'IA, puis les limites et tout. Puis là, ils ont engagé quelqu'un qui fait du no-code, le low-code. Puis, tu sais, je leur ai dit, ouais, mais OK, oui, c'est vrai, ça marche. Ça va tout le temps péter parce que tes webbooks vont lâcher, tes OAuth tes autorisations vont planter et tout. Mais si ta personne est là en staff pour le régler, puis qu'elle débug ça vite et tout, puis que c'est pas quelque chose de business critical, youpi, t'as ton économie. Puis je suis pour ça. Là. J'ai dit, cependant, c'est quoi ta documentation dans Make? C'est quoi ta documentation dans N8N? Mm. Tu sais, parce que quand tu as juste deux, trois petits nodes un après l'autre, OK, c'est facile. Là. Mais quand tu as des branches, puis tu as des conditions de logique, puis tout le reste dans ça, ta doc, elle est où? Puis connais-tu une personne qui accepterait de rentrer dans du no-code, low-code d'une autre personne? Je, je veux à peine rentrer dans les miens, imagine-toi. Ah ouais. Écoute, puis moi, je me suis déjà perdu dans les miens. Tu sais, une grosse affaire, supposons, ben, tu as déjà vu Ouais. ce que j'ai fait en conférence, puis tu as vu comme l'ampleur que ça pouvait avoir, puis c'était pour mes fins personnelles à moi, tu sais. Ouais. Puis là, si j'ai de quoi à changer, c'est quand, comment j'avais fait ça? C'est moi. Donc, faut que les gens aient une approche rationnelle. Puis là, tu vois, pour la première fois aujourd'hui, j'ai dit au gars, ben, c'est quoi? Tu as quelqu'un à l'interne, tu veux faire du no-code, low-code, pas de trouble. Dans le roadmap, on va mettre qu'est-ce qui peut puis qui est raisonnable de faire en low-code, no-code. Mm. Puis c'est où que tu veux du vrai code pour protéger ton business Ouais. process. Écoute, y a-tu d'autres choses que. Est-ce que. As-tu envie qu'on parle de l'autre projet sur lequel on travaille ou on attend avant de parler de ça? On peut attendre. Je pense qu'on peut attendre On va celui-là. attendre? Ouais, Bon, ouais. bon, bon. On se fera un autre épisode par rapport à ça ou une capsule ou une annonce ou peu importe. T'as-tu une question pour moi? Ouais, mais en Ou y fait, a-tu. En fait, c'est. Ouais, ouais, une vas-y. question. Là, tu parlais de low code et code. Selon toi, c'est quand qu'on devrait faire du code sur mesure à la place du low code, ou c'est quand qu'on doit prioriser le low code versus le code? Ben, deux, trois affaires. Moi, je pense que Make, N8N, puis tout ça, ça n'existe plus dans 2 ans. Je vois pas, parce que leur seule valeur ajoutée, c'est d'être une plateforme où ils ont harmonisé, tu sais, c'est comme une plateforme de switching d'API, tu sais, pour faire en sorte que les API puissent Ouais. comme se coordonner de façon, tu sais, homogène. Et deux, ça permet, tu sais, de l'ordonnancement, tu sais, du séquençage, tu sais, pour que ces systèmes-là interagissent ensemble. Puis, tu sais, tu regardes juste où on est rendu avec Anti-Gravity, puis tout ça, puis tu vois où le marché s'en va. Tu sais, pourquoi dans 2-3 ans, tu auras encore besoin d'un Make ou d'un Zapier? Tu sais, ils ont beau essayer de faire les agents. En fait, où ils compensent en ce moment, c'est où OpenAI se plante. Là. Euh, Tu sais, pour aider des. bah, Basically. Là. Fait que, tu sais, tu sais, puis on s'entend que la plateforme no-code que OpenAI a essayé de faire, je veux dire, s'il y a 8 personnes par jour qui utilisent ça, quand c'est même. beau, là. Ouais, C'est vraiment dégueu. ouais, c'est pas très Mais nice, ouais. donc, fait que là, je t'ai répondu pour dans 2 ans, peut-être 3. OK. Aujourd'hui, moi, je crois que quand tu as du haut volume, tu dois pas être sur une plateforme no-code, low-code.
quand c'est business critical, tu sais que si ça l'arrête, là, l'argent arrête de rentrer. Donc, tu sais que tu as un flux qui doit être en temps réel. Parce que tu sais, tu as une automatisation qui te ramasse un formulaire à quelque part, puis que Ouais. ça peuple, puis de façon, genre, avec du contenu généré, additionné, whatever, dans ton CRM, puis que ça plante pendant 2 jours, puis tu fais juste dire à tes vendeurs, récupère ça pour les 2 prochains jours, travaille plus fort parce que c'était jamais 2 jours, c'est pas la fin du monde. Mais tu sais, si c'est ton système qui feed tes commandes, puis que tes commandes sont traitées le jour même ou le lendemain au plancher de l'usine, Mhm. tu sais, c'est quand... Ouais. Tu sais, t'as vraiment envie de dépendre d'un webbook sur Bon, une ouais. usine? Non, c'est ça. Là, tu as besoin Tu du sais, vrai real-time avec des vrais backups, ouais. Avec des vrais logs puis de quoi... aussi. Avec des vrais logs, puis... Ben, les logs, tu sais, les logs de mecs qui ont quand même de l'allure sont juste chiants à fouiller dedans. Mais c'est pas, je suis d'accord, c'est pas des vrais searchable logs de la bonne manière que tu voudrais comme autrement. Mais tu sais, moi je te dirais que pour du prototypage, tu sais, un peu comme, tu sais, les voitures, là, quand ils font les voitures en terre cuite, je Ouais. crois, là, ou en glaise, je sais pas En de quoi ils argile, font les ouais, ouais. autos, là. En argile, en argile. Merci, tu viens de m'éviter 28 commentaires pour dire de l'argile. Mais merci pour tous ceux qui me corrigent. J'adore ça, ça me force à être meilleur. Mais donc, tu sais, il y a un temps où tu veux faire de quoi avec l'argile, puis c'est beau, ça donne une idée que c'est quoi, mais il y a un temps, qu'est-ce que tu veux, c'est de l'acier pressé, là, puis que ça va faire la job que ça a à faire. Donc, mais c'est beaucoup plus facile de modifier de l'argile que de modifier un moule pour de l'acier pressé. Donc, je te dirais pour moi, le threshold, il est là. Puis, tu sais, pas juste ça, t'achèterais-tu une business si l'ensemble du back-office est automatisé avec du no-code, low-code? Non. Ben, là, tu Ben non. rajoutes un bon point. Le code, puis je parlais justement avec des entrepreneurs récemment, l'automatisation ou les processus implémentés pour optimiser justement les opérations à l'intérieur des entreprises, comme du code sur mesure, ça vient rajouter de la valeur aux entreprises. Parce que ça fait partie de leurs opérations, et corrige-moi si je me trompe, mais lorsqu'on implémente, on fait des solutions sur mesure pour une entreprise, c'est pas une solution que tu peux trouver partout, c'est une solution qui s'adapte au contexte de l'entreprise, qui vient augmenter la performance de l'équipe, qui fait sauver du temps à l'équipe ou à l'entreprise. Donc, une solution low-code, c'est très difficile de le personnaliser et le faire en sorte qu'il réponde à tous les besoins de la business. Mais quand tu fais du code sur mesure pour un problème précis, ça fait partie de l'entreprise, ça fait partie du processus de l'entreprise. Mais oui, ben, trois choses. Je pense que quand une entreprise a son code, puis que le code a été écrit très, très propre, super bien documenté, puis best practice, parce que mec, t'es l'audit technique, il faut que l'auditeur dise OK, c'est sur la coche. Ça augmente la valeur de ta business, ça augmente la résilience de ta business, ça démontre ta qualité d'exécution, puis c'est extrêmement rassurant. Hmm. Imagine le même scénario où, oui, on a Roger ici là, qui a fait tout ça dans N8N. Là. Viens expliquer comment tu as fait ça. C'est comme, tu fais comme, oh my God, tu sais, mec, ça pète, qu'est-ce qui arrive? Fait qu'il y a ça, c'est sûr. Je crois également qu'on rentre dans un univers de micro-SaaS. Hmm. Donc, parce que tu sais, quand tu bâtis un agent puis tu bâtis du code sur mesure, tout le kit, tu sais, il va y avoir un frais de maintenance pour s'assurer qu'il n'y a pas de dette technologique Ouais. pour que l'entreprise qui innove elle soit capable de continuer d'innover. Bon, le défi, c'est de trouver les entreprises qui innovent, là, parce que, disons que géographiquement, c'est plus facile à certains endroits que d'autres, mais ça, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que, tu veux que j'ai-tu perdu mon idée, moi, là, ou j'ai pas perdu mon idée? Que tu veux que ton code, tu veux qu'il soit propre, augmenter la valeur, la dette technologique, t'assurer qu'il n'y a pas de dette technologique. Ah oui, parce que, tu sais, ta dette technologique avec le no-code, low-code est énorme, dégueulasse, là. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, c'est ça. Il y a ça à mettre en ligne. Ah oui, puis le micro-SaaS. Donc, moi, je crois que l'avenir, c'est les micro-SaaS où ça va être la renaissance du code sur mesure. Hmm. Tu
sais, ce que tous les géants comme Salesforce qui mettent du monde dehors réalisent pas, là, peu importe ce que tu as appris chez Salesforce, tu as un développeur qui a rien à faire, qui développe ses skills en AI, il peut aller dans une entreprise pour dire Hey, je vais vous faire un logiciel sur mesure. Mm. Puis il va être capable de le faire d'une manière très correcte, bien documentée, clean, que quelqu'un d'autre pourra rembarquer dedans. Là. Ouais. Donc, puis oui, en ce moment, des fois, le code n'est pas clean. Ouais. Mais où on s'en va, c'est ça. Tu sais, qui aujourd'hui, quel, tu sais, d'après, tu sais, dans 4 ans d'ici, c'est loin 4 ans, là. Mais es-tu capable d'imaginer quelqu'un démarrer un compte Salesforce ou démarrer un compte Pipedrive? Moi, j'ai de la misère à m'imaginer ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, moi aussi, T'es pas obligé j'essaie. d'être d'accord avec moi. Mais T'es pas obligé d'être d'accord avec Mais moi, je suis mais d'accord avec toi dans le point que, moi, de la façon que j'envisionne les entreprises du futur, c'est qu'ils vont avoir leur propre équipe de développement. Que ce soit un développeur, deux ouais, ou plusieurs, moi, ouais. c'est de la façon que je le vois. Parce que le code sur mesure te donne un avantage comparé à tes compétiteurs. Parce qu'imagine-toi, moi, c'est de la façon que je le vois. Si tout le monde utilise le même système, qui va se démarquer, ou les compagnies vont devoir travailler plus fort pour se démarquer. Mais si j'ai un outil qui est sur mesure, adapté à mes besoins, ça va et s'il est bien implémenté, bien sûr, il va m'aider à me propulser plus loin que tous ceux qui utilisent le même logiciel. Moi, c'est tout le temps la façon que j'ai pensé. C'est sûr qu'il y a de l'investissement qui doit être fait, c'est sûr qu'il y a du temps qui doit être investi là-dedans, mais si, puis je pense que c'est vraiment le futur, mais si on l'implémente d'une bonne façon, moi je pense que c'est très avantageux pour les entreprises, puis je pense qu'on s'en va là-dedans avec toute l'innovation d'intelligence artificielle, je suis certain qu'on s'en va là-dedans. Ben, écoute, il y a peut-être de quoi d'hybride entre les deux. Parce que une entreprise que tout le développement est fait à l'interne, ils vont se dire non, non, notre job, tu sais, c'est de faire du chocolat ou notre job, c'est de faire des fondations de maison. Tu sais. C'est pas de développer du logiciel. Mm. Donc, ils vont vouloir avoir des gens à l'externe pour focuser sur qu'est-ce qui sont vraiment bons. Mm. En même temps, se démarquer, comme tu viens de le dire, je veux dire, toutes les grandes entreprises ont SAP parce qu'ils se disent, sais-tu quoi, on a décidé qu'on va prendre ceux qui ont investi énormément à développer ça, puis les best, supposément, les best practices, puis ils prennent ça, puis c'est à quelque part, it levels the playing field que tout le monde va gérer de la même manière. Tu sais. Puis tu as le gars de celui qui avait fait Basecamp, il y Ouais. a un site qui s'appelle once.com. Puis l'idée, c'est que son thinking, c'est de dire pourquoi je paye, je pense que c'est rendu 15 $, 20 $ par mois Slack par employé. Ouais. Fait que là, tu sais, il y avait son chum chez Shopify tu sais, qui paye des millions de licences de Slack par année, là, Ouais. juste pour communiquer. Là. Puis il sait que de rebâtir Slack from the ground up, je veux dire, il y aurait son payback dans le temps de le dire. Mais c'est plus payant travailler sur améliorer Shopify Mm. que de vouloir sauver l'argent à se bâtir son propre Slack. Mm. Fait que once, l'idée, c'est de dire, t'achètes ton logiciel une fois. Puis tu vois, ils ont Campfire qui est super simple group chat without a subscription. And you get the code too. Fait que tu sais, c'est comme. Puis comment ils vendent ça pour le fun? Est-ce que je le vois ici? Ah, pour l'instant, Campfire, 100% free. Bon, ben, c'est neat. Hey, on va regarder ça. T'as quoi, on pourrait domper Slack. Mais nous, il est au départ. Mais je sais que son but ultime à One, c'est de l'emmener à un certain niveau de qualité. Puis après ça, de dire, tu payes ta licence une fois, c'est fait. Puis, once, you pay once. Fait que, tu sais, fait que pour les trucs généraux que tout le monde a besoin, puis qui est du standard, parce que qui a besoin d'une version personnalisée Slack? Tu sais, quand tu as les extensions, puis toute personne, c'est tout le même besoin. Mais quand dans ta business, tu as une business de portée fenêtre, tu as une business de télécom ou whatever, puis tu as des besoins précis, Exactement. tu sais, parce qu'il y a combien d'entreprises souhaiteraient se débarrasser de leur licence Salesforce? Mm. Tu sais, moi, il y a deux phrases que j'ai jamais entendues dans ma vie. Là. C'est trois, en fait. La première, c'est on a implanté SAP, ça a super bien été, on était on time, on budget.
La deuxième que j'ai jamais entendue, c'est Ah, mon doux qu'avec Salesforce, j'en ai pour mon argent. Puis la troisième que j'ai jamais entendue, c'est Ah, qu'on est bien gouverné. Donc, tu sais, c'est comme. C'est Ouais. ça. Mais bon. Donc, c'est ça. T'as-tu une autre question pour moi? Et- Anyway, tu m'en poses ouais. pas à chaque Ben jour, là, mais il y a quelques fois Gemini par qui vient de semaine. sortir. Qu'est-ce que tu penses de Gemini 3 Pro? Ah, écoute. Je vais faire rire les gens pour ceux qui nous regardent sur YouTube, OK? Je vais aller chercher une image que j'ai faite. Je vais commencer par te dire, where is it? Ici. Je vais commencer par te dire qu'est-ce que je pense de ChatGPT, OK? Donc, laisse-moi te partager mon écran ici. Share. Not sure if I can. Non, il faut que je donne ma permission ici, puis je ne l'ai pas donnée parce que je suis rendu sur Comet, puis je ne l'ai pas fait encore. Ouais. Non, écoute, ça ne sera pas super. Je suis capable de le faire en 2 temps, 3 mouvements? Ah, je pense que je vais être capable de le faire en 2 temps, 3 mouvements. I allow this. Puis après ça, je réponds à ta question. Allow, on ne va pas restarter, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça va marcher même si je restart pas d'après moi. Mhm. Non, il ne veut pas sur Comet. C'est donc bien bizarre, ça. Bon, je réponds à ta question. Gemini, c'est rendu mon nouveau go-to. Vraiment, là, parce que, ChatGPT 5.1, 5 baissé, tu sais, 4.5 qui nous ont fait attendre super longtemps. Ouais. Puis qu'on a eu du hype, là, de se faire dire, vous attendez, mais ça va être tellement bon. Puis là, finalement, tu as un 4.5 au lieu d'un 5. Puis tu te rends compte que c'est lent, c'est verbieux, puis tout te quitte, puis tu fais comme. Là, après ça, ils disent OK, on va lui donner quelque chose, on va leur donner un 5. Puis là, 5, tu te rends compte que tu as un router cassé, puis qu'il s'en va sur le petit modèle 3/4 du temps, puis qu'ils ont ajouté du batching. T'as-tu remarqué qu'ils ont ajouté du batching Ouais. depuis 5? Ouais. Fait que tu sais, comme ils ont ajouté le batching pour que ça coûte moins cher, pour qu'ils puissent avoir un meilleur rendement sur leur GPU, puis tu vois qu'il n'y avait rien pour le user. Mais en même temps, je comprends, s'il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Puis là, tu as 5.1 qui baisse encore plus la qualité. Tu sais, c'est. Moi, je suis très, 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 très. Puis je suis vraiment, vraiment triste de cela. Et en même temps qu'il lance 5.1, tu sais, à quelques jours, j'imagine, tu as Gemini 3 qui sort, puis moi, j'ai jamais donné d'importance à Gemini. Je l'aimais pas. Il y avait du monde que je connaissais qui l'aimait, mais c'était vraiment comme. Ouais. Puis là, finalement, tu te rends compte que, attends, là, ça fait du très, très beau travail, là. Ouais. Donc, tu sais, je me rends compte que, tu sais, quand Sergey Brin il avait quitté de sa retraite pour rentrer en code rouge chez Google Ouais. puis qu'il pilotait ça, Ouais. tu sais, on comprend c'est qui le brain derrière tout ça, puis il a sauvé sa business, là. Mm. Puis, tu sais, j'ai été très, très, très tôt, là, c'est comme la mode de dire ça cette semaine, là, mais tu sais, là, 3-4 semaines de dire OpenAI, c'est le prochain Netscape là, ou le prochain MySpace. C'était moins populaire comme opinion. Là. Puis là, les gens s'en rendent compte Ouais. que ça ne tient pas la route. Puis Nano Banana Pro, mon gars, Oh, c'est incroyable. c'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. Non. Hallucinant, Ouais. hallucinant, hallucinant, tout ce que ça peut faire. Dans une démo que j'ai fait récemment, dans un milieu genre archi pointu, l'entreprise pour qui je faisais de la conférence, une entreprise dans le domaine médical. Puis il me demande un produit que j'ai aucune idée c'est quoi le produit, d'une compagnie que j'ai aucune idée c'est quoi la compagnie. Puis je demande à Nano Banana, fais-moi une bannière web, telle affaire pour telle affaire, image parfaite, logo parfait, copyright parfait. Le client il dit, je serais prêt à annoncer ça demain matin. J'ai fait la même chose. Ouais. Donc, J'ai fait la même chose pour un client. J'ai fait un screenshot Mac du logo du site web. J'ai mis ça là-dedans. J'ai dit, je veux ce véhicule. Puis il m'a sorti le véhicule de l'année que j'ai mentionné, le logo parfait, le copyright, comme tu dis, parfait. Non, c'est juste incroyable. Je l'ai pas encore essayé pour le code, d'ailleurs, mais ça, c'est quelque chose que je vais faire prochainement. ouais. Ouais, cool. Ben, puis en même temps, ils ont lancé Anti-Gravity, genre la même semaine ou le Exactement. lendemain ou sur le lendemain, je me souviens plus. Puis c'est quand même, moi je l'ai fait tourner, j'ai pas eu le temps énormément de travailler dessus, mais tout ce que j'ai fait à date avec, c'était comme Ouais, de ce que j'ai vu, c'est wow. incroyable. Ouais. Ouais, non, c'est sûr, c'est sur la coche, c'est sur la coche. Écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on parle ensemble. J'ai tellement de plaisir à échanger avec toi. Puis
sais, je suis content de travailler avec toi. Puis c'est beau de voir, tu sais, comme moi, je suis un peu, moi, on m'appelle un millénial gériatrique. OK. Donc, je suis dans les premiers milléniaux. La première année des Ouais. milléniaux, je suis dedans. Puis, c'est tellement un fun fou que j'ai à vous coacher, Sergio, puis toi, puis à vous voir aller. Puis, je pense qu'on va accomplir de super de belles choses Ouais. ensemble. Puis, merci d'être venu sur mon pod. Puis, tu sais, je t'ai pas dit tout ce que j'étais pour dire pour toi, puis comment j'étais pour te lancer des fleurs. Fait que j'espère que je t'ai pas gêné. Mais c'était. Je suis vraiment content Ben, qu'on travaille ensemble. merci David, merci pour l'invitation à ton podcast. Puis ouais, on va avoir du fun. On a du fun, puis on va continuer à en avoir du fun. Ouais, C'est bon. ouais. Merci. Parfait. Allez, merci. Ciao. Ciao. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles, les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits. En éveil,